Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois de février. Il y a aussi du mois de janvier, mais bon, bref, globalement, mois de février. Avant toute chose, oui, j'ai une sale tête, je suis fatiguée. Et j'ai lu beaucoup de livres de la bibliothèque, donc que je n'ai pas en papier, mais du coup, je vous mettrai des images là. Et autre chose aussi, je vous invite à vous abonner à mon compte spécial livre, @readwithclem sur Insta. Voilà, où je chronique un peu des livres quand j'ai le temps. Puis écoutez, c'est parti mon kiki, je me munis de mon super carnet où j'ai noté mes dernières lectures et les notes que je leur ai attribuées. Donc c'est parti. Bah déjà, le premier truc me fait mentir parce que j'ai oublié de mettre la note, mais je pense que c'était une bonne note, genre 17 peut-être. Et je parle de Qui es-tu Alaska, donc de John Green. Qui es-tu Alaska, c'est sorti il y a pas mal de temps et c'est quand même assez connu. Et en fait, j'ai eu envie de le lire parce que vous connaissez certainement, si vous êtes souvent sur Booktube, la youtubeuse Audrey du Souffle des mots. Et elle a appelé son chat Alaska par rapport au personnage de Alaska dans Qui es-tu Alaska. Et du coup, je me disais, bah, j'ai envie de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Et on va suivre notre personnage principal qui est un petit mec dont j'ai oublié le prénom, qui va aller dans un lycée slash pensionnat et du coup, il va rencontrer ses nouveaux copains. Alors lui, il a l'habitude d'être vraiment tout calme, tout timide, tout gentil, et il va rencontrer des gens un peu casse-cou, tout ça, dont Alaska, dont il va tomber amoureux. Et Alaska, c'est une personnalité assez forte, assez différente des autres, qui a des problèmes et qui est assez mystérieuse aussi. Et du coup, on va juste suivre la vie de ce petit groupe d'amis. Et c'était très plaisant à lire, franchement. Du peu de romans de John Green que j'ai lu pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Et je l'ai trouvé très bien amené. Et je sais pas, je me suis attachée à tous les personnages en fait. Et apparemment, Alaska est assez antipathique pour beaucoup de gens, mais moi, je l'ai trouvé très intéressante. Vraiment, c'est un personnage qu'on voit pas souvent dans les livres. Donc si vous n'avez toujours pas lu ce classique, foncez. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes de la trilogie principale du Labyrinthe. J'ai le préquel et un autre hors-série qui m'attendent de ma palle et j'ai acheté Le Destin de Newt qui est un autre hors-série. Comme ça, j'aurai la collection complète du Labyrinthe. Je suis ravie, j'ai hâte de lire les autres hors-séries. Donc on a le tome 1, L'épreuve, le tome 2, La Terre brûlée, le tome 3, Le remède mortel, et c'est à partir de là que j'ai commencé à post-iter mes livres parce qu'il y a eu un événement où je me suis dit waouh, et du coup les prochains normalement auront tous des post-it, sauf un que je vais vous montrer juste après. Et les 3 livres du labyrinthe, je leur ai mis à chacun 19. Pour tout vous dire, j'avais déjà certainement regardé un ou deux films du labyrinthe quand j'étais plus jeune, mais je n'en ai aucun souvenir. Je me rappelais plus, je savais juste que on allait suivre Thomas qui était dans le labyrinthe, mais c'est tout. Comment il est arrivé là, pourquoi, comment, l'évolution, je ne savais pas. Et en effet, le tome 1 se concentre plutôt sur la survie dans le labyrinthe et comment s'échapper. Et ensuite, ils sont échappés et ils doivent résoudre tout type d'épreuves pour continuer de survivre. Et voilà, tout simplement, j'ai adoré. Si je devais choisir un personnage préféré, ce serait Newt. Au début, l'écriture du labyrinthe m'a un peu perturbée parce que c'est écrit en il, genre il était énorme, hein, alors que je pensais qu'on allait être au jeu de Thomas, mais non. Mais au final, comment vous dire que j'ai adoré. Je trouve que l'auteur il maîtrise bien le rythme, etc. Ces chapitres sont relativement courts, ce qui est très plaisant à lire, je trouve. Donc j'ai très hâte de lire les autres séries du labyrinthe et une autre série de l'auteur qui est Le jeu du maître, je crois. Parce que franchement, je crois que j'aime bien comment il écrit. Et si vous ne connaissez toujours pas le labyrinthe, je vous conseille beaucoup les livres qui apparemment sont bien mieux que les films. Même si dans mes souvenirs, les films étaient très bons quand même. Mais c'est visiblement un petit peu plus logique et cohérent et détaillé forcément dans le livre. Donc je ne peux que vous le conseiller. À chaque fois, on a peur pour nos personnages, on ne sait pas qui va mourir, qui va pas mourir. Enfin, c'est génial. Ensuite, j'ai lu One Last Stop que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui est une sacrée pavasse. Et encore une fois, j'ai oublié les prénoms. On va suivre une fille qui, je crois, on va dire qu'elle s'appelle Abby. Je crois que c'est ça. Elle vient d'arriver dans une nouvelle ville, donc New York, il me semble. Et elle va rencontrer Jane dans le métro. Donc elle prend juste le métro pour aller à sa fac et elle la croise relativement souvent. Et je trouve que cette fille va lui parler. Et au fur et à mesure du temps, elle va devenir un peu complice, etc. Et je trouve qu'Abby a un gros crush sur Jane. Et elle va découvrir un petit secret, c'est-à-dire que Jane est bloquée dans le métro en fait. Donc c'était une petite dimension que je ne m'y attendais pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai mis 15 au livre, c'est-à-dire que c'était quand même pas mal. Et toute cette dimension, justement, je me suis dit, mais où ça va nous mener? Mais justement, pour nous y mener, qu'est-ce que c'était long? Il y a, je crois, 650 pages, ça aurait pu faire bien moitié moins. Il y avait beaucoup de blabla inutile, vraiment, juste pour ajouter de la longueur. Et un vrai truc qui m'a dérangé pendant ma lecture, et pourtant j'ai pas l'habitude. Enfin, je sais pas, je ne suis pas souvent dérangée dans ma lecture, mais là, genre par exemple, pour dire, pour qualifier le personnage d'Abby, si elle s'appelle vraiment Abby, je ne sais plus, on n'arrêtait pas de paraphraser, genre la néo-new-yorkaise, la jeune étudiante, nanana, mais de manière super constante, super fréquente et très dérangeante. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais c'est trop, ils abusent. En fait, trouver des qualificatifs pour un personnage, mais
vraiment abusé, donc moi j'étais très dérangée. Bon, j'ai quand même mis 15 livres, ça veut dire que c'est pas un mauvais livre, hein, bien sûr. Donc je vous le conseille quand même, mais c'est vrai qu'il est un peu long. Si vous êtes en panne de lecture, commencez pas par lui, quoi. Par contre, ensuite j'ai lu ce pur banger qui est Le syndrome du spaghetti, que j'ai chroniqué sur mon compte Insta. Comment dire, je lui ai mis 20. C'est mon premier livre de Marie Vareille que je savais connu pour des romans très cool, une écriture très cool, et des petits retournements de situation généralement. Et là j'ai vu ma bibliothèque, je me suis dit let's go, je n'avais entendu que du bien, même si déjà le nom du livre on se dit qu'est-ce qui se passe, et le résumé on se dit encore plus qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que j'ai mis 20 à un livre qui parle de basket? Parce que globalement c'est ça, on va suivre Léa, il me semble qu'il fait du basket depuis qu'elle est petite, c'est vraiment sa passion, sa vie, sa ma. Mais un jour, problème, son monde s'écroule totalement. Sa vie qui tournait autour du basket est un peu mise en péril. Heureusement, elle va faire la rencontre d'un beau jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vient d'un milieu assez différent du sien. Et leur amour du basket les réunit au final. Et comment vous dire que c'était trop beau. Là, comme ça, on dirait que le résumé, ils vont pas du rêve. Mais si vous connaissez déjà un peu Marie Varel, que vous avez déjà lu quelques-uns de ses romans, vous savez que ça ne peut pas être que ça. C'était vraiment très touchant, très poignant, enfin j'adore. Donc franchement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, allez-y, même si vous vous en foutez du basket. Je m'en fous du basket, je n'en ai rien à foutre vraiment. Et pourtant, j'ai adoré, donc let's go. Toujours à la bibliothèque, j'ai emprunté le théorème de Catherine dans le but de découvrir encore plus de John Green, étant donné que Qui es-tu Alaska m'avait beaucoup plu. Encore une fois, un personnage principal dont je ne me rappelle plus le prénom est sorti avec 19 Catherine dans sa vie, 19 fois le même prénom orthographié de la même manière, et 19 fois il s'est fait larguer. Et notre cher protagoniste essaie d'établir un théorème pour expliquer pourquoi lui, il est plutôt dans la catégorie des gens largués, et que les Catherine, c'est plutôt des largueuses. Et tout ça, ça va lui prendre toute sa vie en fait. Alors, je ne sais plus si c'est dit ou pas qu'il est autiste, mais j'ai l'impression en tout cas, ou ce genre de choses, je m'y connais pas trop, donc là c'est un peu risqué ce que je dis, mais voilà, il va, euh, aux côtés de son meilleur ami, découvrir d'autres gens qui vont lui faire un peu grandir, voir d'autres aspects de sa vie, etc. On va revenir un petit peu sur sa vie, sur ses Catherine, et j'ai mis 15 dans ce livre parce que, en fait, même si les personnages étaient très attachants et assez sympas, au final c'était quand même un petit peu long pour rien, et j'avais l'impression qu'on n'aboutissait à rien en fait, qu'il n'y avait pas de but à l'histoire. Vous allez me dire que dans Qui est Alaska, il n'y avait pas non plus de but à l'histoire, mais là, je sais pas, ça m'a moins hype. Alors pourtant, l'écriture de John Green est toujours la même et est toujours très bien, mais c'est vraiment pas mon préf de John Green, ça c'est sûr. Ensuite, je suis trop contente, j'ai lu des BD, il fallait que je les inclue parce que c'est incroyable. J'ai lu les 5 tomes du blog de Gaïa, donc là c'est la photo que j'ai faite pour mon compte Insta. Comment vous dire, je les ai trouvés à la bibliothèque et je me suis dit, mais je savais pas qu'ils les avaient. Je ne sais pas si vous connaissez Olidri Studio ou Olidri Édition et la web série Noob, mais perso, ça m'a bercé mon enfance en fait. Et depuis, je crois que ça fait 10 ans que c'est sorti, je regarde les nouvelles saisons quand ça arrive, je suis les actualités des acteurs, etc. Et j'adore en fait, je sais pas, mais ça m'a bercé. Globalement, ça raconte l'histoire de personnages d'un MMORPG, mais qui sont dans la vraie vie. Enfin, comment dire je n'ai pas envie de trop vous en dire, mais sachez que c'est incroyable. Les premières saisons ont peut-être un petit peu mal vieilli, mais c'est toujours incroyable dans mon cœur. Et du coup, le blog de Gaïa va se concentrer sur Gaïa, donc Gabrielle Jolivet, notre personnage principal qui, comme vous le savez si vous êtes fan de Noob, est avide d'argent et n'hésitera pas à faire les pires méfaits pour avoir de la thune, quoi. Et on va suivre l'histoire de nos joyeux lurons de Noob, sauf que cette fois, ils se connaissent tous dans la vraie vie, donc tous IRL, ils côtoient la même fac, etc. On a plein de refs à des anciens moments qu'on a déjà vus ou à dans des personnages, tout ça, enfin, c'était vraiment super. Donc je recommande seulement aux fans de Noob parce que je pense que si vous ne connaissez pas, ça va être juste bizarre. Genre vous allez pas comprendre les refs, vous allez dire c'est un peu gênant, ça n'a pas de but. Bah non, ça n'a pas de but, c'est juste pour plaire aux fans. Donc je vous invite à aller voir mon post pour voir un peu plus en détail les graphismes et ce que j'en ai pensé. En tout cas, j'ai mis 16 sur 20 pour moi, fan de Noob. Donc je pense que voilà. Ensuite, j'ai lu Love and Other Worlds. Putain, cette action était à chier, de Christina Loren. Pourquoi poster pour mettre 2 post-it sérieux? Mais en fait, c'est vers la fin, je me suis dit, oh, il y a des événements tristes, d'où les post-it bleus, et j'ai voulu les noter, mais au final, je n'avais fait ça de aucun moment du roman, donc bref. Love and Other Worlds, que j'ai noté 19, qui est un très bon roman de Christina Loren, franchement, et pourtant, il est pas si bien noté que ça, mais je viens prêcher la bonne parole. On va suivre 2 temporalités avec 2 personnages qui sont Massy et Elliot, qui sont des personnages assez différents, et qui, quand ils étaient petits, se sont rencontrés car elles étaient voisins, et ça a tout de suite bien accroché. C'était vraiment super proche, genre super amis, se racontaient tout, enfin, c'était incroyable. Et on les suit une dizaine d'années après, alors on sait qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ont eu comme une rupture, on ne sait pas pourquoi, et ils vont se recroiser. Et là, ça va tout chambouler Macy, qui va se dire What the fuck, c'est lui, c'est Elliot en fait. On va petit à petit
apprendre comment elles se sont rencontrées quand ils étaient jeunes, comment leur amitié s'est développée. Ensuite, dans la temporalité du présent, comment ils vont essayer de renouer contact. Et le final, c'est on apprend pourquoi il y a eu cette rupture il y a 10 ans. C'est une petite romance toute simple, toute douce, mais j'ai trouvé très cool, très émouvante. Les personnages sont vraiment attachants. Et les deux temporalités auraient pu nous gêner ou nous perdre, mais en fait, j'ai pas trouvé. C'était bien fait, assez haletant pour qu'on ait envie de suivre et le passé et le présent. Donc franchement, j'adore. Je vais faire le dernier livre emprunté à la bibliothèque qui est L'année de grâce, que j'ai noté 16 sur 20 et qui est assez famous pour être soi-disant un roman un peu féministe, un peu Hunger Games aussi. Donc globalement, dans L'année de grâce, on va suivre notre personnage principal, donc qui est une fille, qui vit dans une société où à tes 16 ans, tu commences à avoir trop de charme pour les hommes, n'est-ce pas? Et du coup, tu dois aller te purifier de ta magie en passant un an dans un genre de Hunger Games, donc tu es enfermée avec d'autres filles et tu dois te démerder toute seule. Et rares sont celles qui reviennent de l'année de grâce vivante ou saines mentalement. Donc personne ne sait ce qui se passe pendant cette année de grâce, et notre personnage principal a justement 16 ans et doit se purifier de sa magie. Et on va la suivre dans cette épopée, et je m'attendais vraiment à un truc très féministe, on l'avait vendu comme tel. Alors oui, certes, c'est féministe, parce que les messages qui sont passés dedans, de sororité, de pourquoi, en fait, genre les hommes, ils succombent à la magie des femmes, et la magie, c'est juste qu'elles deviennent attirantes, en fait. Donc c'est vrai que ça dénonçait pas mal de choses, et après ça reste du young adulte, on peut pas demander des trucs de zinzin, mais une petite partie spoilante, attention, ce qui va juste durer 20 secondes, n'ayez pas peur. Je trouvais qu'en fait, comme par hasard, notre personnage principal, c'est celle qui se rend compte de tout, et il y a personne qui l'aide, en fait tout le monde est encore bloqué dans le système actuel, ce que je comprends, sauf qu'il n'y a pas genre un seul autre personnage de son âge qui peut l'aider, ou qui peut avoir des actions féministes, enfin, ça m'a un peu choquée. Et aussi, j'ai trouvé ça dommage qu'on avait une romance. Je pense que le livre aurait été mieux sans romance, aurait été plus percutant, mais après, je l'ai quand même comprise et je l'ai quand même aimé, donc je dis ça, je dis rien. Et de toute façon, le livre en général m'a beaucoup plu. Par contre, la comparaison avec Hunger Games, ok, mais il n'y a pas non plus un aspect survie très fort, même si il y est quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même un bon young adulte à mettre entre beaucoup de mains, pourquoi pas, qui était pas mal écrit, parfois un tantinet long, mais franchement, rien de bien grave. On était quand même grave dedans, on voulait savoir ce qui allait se passer. Je vais vous parler d'un petit manga en vite fait. C'est le tome 12 de Blue Lock qui est sorti il y a pas longtemps aux éditions Pika, donc Blue Lock, toujours ce petit battle royale d'attaquants de football qui vont se battre pour qu'on en sélectionne un seul qui sera le meilleur attaquant du Japon. Et ben là, du coup, notre petite histoire progresse. On a toujours des épreuves contre d'autres joueurs pour que notre personnage principal, Isagi, se rende compte de ses lacunes et se rende compte qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment le niveau des gens super chauds. Donc franchement, j'adore toujours. Hein. Si vous n'avez toujours pas commencé Blue Lock, il y a un animé au cas où vous avez la flemme de dépasser dans le manga. Du peu que j'ai vu, il est pas mal, mais j'avoue que j'ai pas le temps de le regarder. Le manga est absolument dingue. J'aime pas le foot, enfin, pas spécialement. Et pourtant, je suis prise à fond. Euh, c'est très bien. Et hop, petite planche qui spoile pas trop, et pour vous montrer un peu le genre de dessin. Plus que de livres, la vidéo est déjà interminable. Ensuite, je vais vous parler de Lucide de Adrien Stolz and Ron Paltz aux éditions Hugo Roman de la collection R, n'est-ce pas? J'ai beaucoup hésité pour la notation de ce livre, mais je lui ai mis au final 17, et comme vous l'avez vu, là je mettais des petites post-it. Jaune pour What the fuck, événement marquant, bleu pour Ouin, je pleure, c'est triste, rose pour cute, et orange pour c'est rigolo. Et donc dans ce livre, on va suivre deux personnages qui sont Sloane et Nagi, qui n'ont pas grand chose à voir l'une de l'autre. L'une est actrice, l'autre est une fille populaire au lycée. Et toutes les nuits, elles rêvent la vie de l'autre. C'est-à-dire que quand Maggie s'endort, au lieu de rêver paisiblement de sa vie à elle, elle va rêver toute la vie, toute la journée de Sloane. Et pareil pour Sloane qui, quand elle s'endort, rêve de toute la journée suivante de Maggie. Leurs chemins ne se croisent pas, enfin, elles ne peuvent pas se rencontrer, c'est juste vraiment une relation dans les rêves. On se demande si elles sont folles. Et un beau jour, les filles vont tomber amoureuses d'un garçon et elle va se poser la question, mais laquelle des deux est réelle? Est-ce que elles sont toutes les deux réelles? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est réelle? Est-ce qu'elles ne sont juste toutes les deux pas réelles? J'ai beaucoup aimé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que la partie introductive des personnages de Sloane et Nagi était très longue. Moi, non. J'ai beaucoup aimé suivre leurs histoires, leur caractère est très attachant et ce qui se passe dans leur vie est assez intéressant pour que je me suis pas fait chier. Et la fin, les amis, la fin, j'ai jamais vu de roman dans ce style-là. J'étais vraiment fin, je sais pas si on peut voir, mais à partir de genre où elle là, j'étais en mode oh, oh. À la fin, je vais même carrément arrêter d'annoter, sinon j'allais mettre 3 post-it jaunes par page. Mais c'est vraiment un melting pot de tout, et au final, ça valait le coup d'attendre les pages d'introduction des personnages pour que le final ne fasse qu'un plus grand effet. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas peur du moment où juste on suit la vie des personnages sans qu'il se passe de grandes choses particulières. Le dernier, pour la fin, je n'ai plus de voix.
je parle de Ashes Falling for the Sky de Lynn Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel, que j'ai noté 16/20, que j'ai aussi un peu post-cité, mais pas autant que les autres. Je suis présentement en train de lire le tome 2, dont je vous en dirai des nouvelles dans le prochain update lecture, n'hésitez pas à vous abonner. Mais sachez que d'ores et déjà, je pense préférer le tome 2 au tome 1. J'en attendais beaucoup, je n'ai pas été déçue parce que 16 est une bonne note, mais quand même un petit peu... Je suis restée sur ma faim. Ma sur H qui porte bien son nom parce que c'est un vrai tas de cendres. C'est un mec blessé, un mec dark, un mec qui multiplie les conquêtes pour essayer de faire passer la pilule. Et de l'autre côté, on a Sky qui a toujours vécu dans un petit cocon familial très carré, très droit, et qui au final va essayer de s'en sortir et veut pécho H, le beau gosse quoi. Et va s'en suivre une relation entre les deux qui est genre juste what the fuck parce que ces deux personnages n'ont absolument rien à voir et pourtant ils vont quand même s'entendre et développer une romance. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé suivre leurs histoires parce que les personnages sont malgré tout attachants, sauf que j'ai un petit problème. Et je pense que mon petit problème vient de l'écriture. Des fois, il y avait des passages qui me crispaient, je sais pas comment vous montrer ça parce que l'écriture est bien et l'adjectif on est dedans, mais parfois j'avais l'impression qu'il y avait des métaphores pour faire des métaphores. C'est un peu trop bien écrit, entre guillemets, pour que ce soit réel, et ça me coupait un petit peu, j'étais en mode, ouais, bon, ok, là, c'est pour caser une belle phrase, quoi. Cependant, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, d'apprécier suivre l'histoire des persos, et de avoir une fin en total cliffhanger. She's Falling for the Sky, je recommande. Attention, cependant, il y a pas mal de scènes de cul, qui sont pas très explicites, enfin, les descriptions, ça va, quoi. Mais je tiens à préciser pour les plus jeunes qui seraient influencés par TikTok notamment, parce qu'on voit beaucoup sur TikTok. Bien voilà ce qui conclut enfin cette vidéo, c'était interminable, je vais me tuer au montage. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se dit à mercredi midi prochain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, des bisous.